Conférence de presse avec Monsieur le procureur de la République pour vous faire le point d'étape de l'enquête consécutive à l'attaque terroriste survenue le dimanche 13 mars 2016 à Grand-Bassam. Nous-mêmes, en tant que ministre de l'Intérieur, nous intervenons en tant que représentant de l'État qui a été attaqué et faire le point des mesures de sécurité et répondre à certaines préoccupations que notre opinion se pose. Le procureur de la République lui vous fera un point précis de l'enquête. Donc, il a la responsabilité. Donc, voilà un peu le tableau. Je voudrais, avant de poursuivre, redire les condoléances du gouvernement, du président de la République à toute la nation, aux victimes, familles de victimes, nos propres établissements. Je voudrais avoir une pensée pour les victimes et parents de victimes de l'attentat terroriste survenu ce jour à Bruxelles qui visait l'Union européenne et redire que c'est une guerre mondiale, c'est une menace globale à laquelle nous devons apporter une réponse concertée et globale. Sans plus tarder, je voudrais passer la parole au procureur et après les propos liminaires du procureur, nous prévoyons un échange d'une demi-heure pour répondre à vos questions. Je vous remercie, Monsieur le procureur. Le procureur de la République qui va maintenant prendre la parole, Richard Ado-Christophe, responsable de l'enquête consécutive à l'attaque de Grand-Bassam, attaque perpétrée par un groupe de djihadistes le 13 mars 2016 sur la... Merci, Monsieur le ministre d'État. Mesdames et Messieurs les journalistes, je voudrais, à l'entame de mes propos, au nom de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, présenter les condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, souhaiter un prompt rétablissement aux personnes blessées, à la fois dans leur chair et dans leur morale, mais également adresser nos vives félicitations aux forces de l'ordre pour leurs interventions rapides au péril de leur vie, ayant permis de réduire les effets de l'hécatombe projetée, neutraliser les assaillants, préserver les indices et autres pièces à conviction dont l'exploitation efficiente nous permet de conduire la présente enquête. Je voudrais en outre adresser nos vifs remerciements au personnel soignant de Grand-Bassam et d'Abidjan. Enfin, en un mot, adresser mes félicitations à tous ceux, anonymes et connus, dont l'intervention salvatrice a permis de préserver des vies humaines. Je commencerai mon propos par établir le bilan, parce qu'en matière d'enquête, il faut savoir quels sont les effets que la tuerie de Bassam a pu produire. À ce jour, nous avons recensé 19 victimes et 33 blessés. Parlant de victimes, je parle des personnes qui ont perdu la vie. 33 blessés, dont certains, déjà soignés, consolidés, ont pu regagner leur domicile. Toutes les victimes ont été identifiées par leurs parents qui ont reçu à cet effet le soutien psychologique avant et après l'identification des experts désignés à la fois par le ministère de la Santé,
le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation, l'Office national de protection civile, les services sociaux du tribunal de première instance d'Abidjan. Je voudrais également indiquer que les autopsies des corps des victimes ont été toutes réalisées par les services de l'Institut de médecine légale dirigé par Madame le professeur Hélène Été. 3 kamikazes ont également été reconnus sur le site par les témoins oculaires, les personnes ayant eu contact avec ces assaillants, la visualisation des caméras de surveillance des différents hôtels, théâtres des opérations. Également par les armes, les gilets contenant des munitions et les grenades saisies sur eux. L'enquête à cet effet se poursuit pour identifier certains autres individus contre qui il existe des indices de participation ou d'appartenance aux faits criminels poursuivis. Les services participant à l'enquête. L'enquête, comme je l'ai indiqué, est dirigée par le parquet d'Abidjan parce que la loi de 2015 portant répression des actes de terrorisme rend compétent le seul tribunal d'Abidjan. Et donc, le tribunal d'Abidjan utilise les services de police et de gendarmerie au niveau d'Abidjan, mais aussi au niveau de Bassam, puisque les faits se sont produits à Bassam. Donc, au niveau local à Bassam, la police de Bassam et la brigade de gendarmerie à Bassam. Mais également, au niveau d'Abidjan, nous avons responsabilisé la police criminelle, qui donc a à ses côtés la police technique et scientifique, le centre de commandement des décisions opérationnelles CDDO, la direction de la surveillance du territoire, les renseignements généraux, mais également nous avons à côté de la police criminelle et donc de toutes les unités de police que j'ai indiquées, nous avons également la section recherche de la brigade de gendarmerie d'Abidjan. Je l'ai indiqué, les actes de terrorisme sont des infractions transnationales, régionales et même internationales. Et à cet effet, nous avons bénéficié du soutien précieux de nos amis internationaux tels que la France, qui a délégué sur place un vice-procureur de pôle antiterroriste du parquet de Paris, une dizaine d'officiers de police judiciaire. Les États-Unis sont également avec nous à travers le FBI, dont le bureau régional situé à Dakar a dépêché les personnes qui sont avec nous. L'Allemagne également, dont un des ressortissants qui se trouvait être la responsable de l'Institut Goethe, a malheureusement perdu la vie, a fait venir des enquêteurs. À nos côtés, nous avons également le Maroc, le Mali et également le soutien précieux des services locaux, sous-régionaux et internationaux d'Interpol. Je voudrais également vous indiquer, tout à l'heure, vous aurez une projection des scellés découverts sur place. L'exploitation de ces scellés-là nous ont permis d'aboutir à l'identification et à la traçabilité de certaines personnes qui ont participé donc à ces faits. Et ainsi, le juge d'instruction qui est en voie de saisine déjà, on avait déjà saisi celui de Bassam, mais celui d'Abidjan est déjà en train de confectionner des mandats d'arrêt tant nationaux qu'internationaux afin de pouvoir retrouver ces individus. Les tests également d'ADN, parce que nous avons beaucoup d'indices qui sont saisis sur les lieux, mais il faut également aujourd'hui des preuves documentaires, notamment relever autant que faire se peut des informations ADN qui sont un peu la carte d'identité de l'individu qu'on ne peut pas changer, afin de cristalliser la participation des personnes qui sont déjà mises en cause. Toutes ces opérations-là vont se terminer par une opération de reconstitution des faits. Effectivement, nous sommes tous plus ou moins témoins de l'attaque, de la tuerie de Bassam. Plusieurs personnes ont assisté à cette tuerie, mais il faut également pouvoir cristalliser les faits à travers donc une reconstitution qui va se passer dans les jours à venir. Et ce sera donc l'occasion pour le parquet de clore son enquête et donc de permettre aux doyens des juges d'instruction de pouvoir poursuivre cette enquête. Je vous remercie.
Voilà, fin de l'intervention du procureur Richard Christophe Adou. Il s'agit là de l'exposé liminaire. D'entrée de jeu, il a dressé un bilan. À ce jour, il y a 19 morts, 33 blessés. Toutes les victimes ont été identifiées par les familles. Les autopsies de toutes les victimes ont été... Plusieurs éléments avaient été saisis, des pièces à conviction avaient été saisies sur ceux qui ont... les kamikazes donc, qui ont causé la tuerie de Bassam. Donc je vous fais passer très rapidement quelques images. Vous indiquez des armes, des grenades, des chargeurs, des cagoules. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont en train d'être analysés par nos enquêteurs sur place comme ceux qui sont venus nous aider. Vous verrez également qu'il y a des véhicules qui ont été saisis. Ils sont censés appartenir aux suspects parce qu'au niveau de l'enquête préliminaire, il n'y a que des suspects. Donc, les enquêtes vont se poursuivre pour pouvoir conforter les indices de participation. Et vous avez vu la photo de cette dernière personne qui semble avoir organisé et fait exécuter tout ce qui s'est passé à Bassam. Nous avons donc déjà lancé des avis de recherche. Je vous remercie. Voilà quelques preuves présentées ici à travers des diapos par le procureur Richard Christophe Adou. Et je le disais tantôt, l'enquête menée par le parquet d'Abidjan, 3 kamikazes ont été reconnus, témoignages à l'appui, leur équipement. Avant donc de passer aux questions, je voudrais indiquer, parce que la presse a fait état d'arrestation, en effet, nos données ont pu nous permettre d'appréhender. Aujourd'hui, nous sommes à 14 interpellations. Et donc, les enquêtes se poursuivent. Je ne peux pas vous en dire plus, mais nous sommes déjà à 14 interpellations pour des personnes dont la participation est en train d'être déterminée. 14 interpellations. Rappelez le... Merci, monsieur le procureur. Je pense que nous avons souhaité, en toute transparence, partager au bon moment le niveau d'information que nous pouvons partager avec le public. Donc nous sommes à votre disposition pour vos questions. Voilà les questions. Bonjour. Bonjour. 3, 2, 1, 0. Oh, pardon. Bonjour, Valérie Bonny, BBC. J'ai deux... je recule, j'avance, oui. Okay. Valérie Bonny, BBC. J'ai 2 petites questions. Est-ce qu'on en sait plus sur l'identité des terroristes, notamment leur nationalité? Là, je vois qu'apparemment, il y a le nom de l'un d'entre eux, Kunta Dalla. Et vous avez parlé d'autres complices. Donc, c'est des complices qui étaient sur place à Bassam, le jour de l'attaque, qui auraient pu s'échapper, ou ce sont des complices qui ont agi en amont ou en aval de l'attaque? Je vous remercie, madame. Vous avez dû parler au nom de la BBC. BBC, pardon. OK. Alors, vous avez parlé de l'identité des terroristes. Effectivement, ce sont des personnes qui sont venues attaquer et le mode opératoire, c'est que ces personnes-là puissent perdre la vie ensuite. Parce qu'on a vu qu'elles utilisent la mort qui est redoutée par tout le monde comme un instrument de destruction. Évidemment, nous n'avons pas trouvé de pièces d'identité sur ces personnes-là. Mais les enquêtes se poursuivent, comme je vous ai indiqué. Nous avons fait des relevés ADN et qui sont en cours d'analyse. Et assez rapidement, dès que nous aurons les informations, nous pourrons vous les communiquer. Vous avez également parlé des personnes interpellées. Étaient-ce sur les lieux ou par la suite? Évidemment, on ne pourra pas dévoiler toute la théorie puisque l'enquête est encore en cours. On ne pourra pas non plus vous donner la nationalité exhaustive de toutes ces personnes-là parce que les enquêtes sont encore en cours et nous voulons éviter trop d'émotions à la population. Mais sachez que 15 personnes ont été interpellées, diverses pistes nous ont conduit vers ces personnes-là et en temps opportun, nous aurons l'occasion de vous les dévoiler. Mais pour le moment, nous sommes encore au stade des enquêtes, nous ne pouvons pas tout mettre à la disposition du public. Peut-être pour compléter la réponse du procureur, cette photo vous est montrée parce que c'est le personnage, on va dire, qui est
directement en lien avec les attentats, qui a été reconnu par certains témoins, et également les recoupements de certains instruments techniques montrent bien qu'il était sur les lieux, il a quitté à un moment donné, donc sur lui, on n'a aucun doute. Et donc les interpellations qui ont suivi sont une communauté de personnes qui étaient avec lui, qui ont des liens avec lui. Et donc à ce stade-là, comme dit le procureur, ce n'est pas opérant d'aller plus loin pour ne pas obérer l'efficacité de l'enquête. Merci. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le procureur. Je suis Baudelaire Mieux. J'ai une double casquette de l'agence américaine Bloomberg et du magazine Jeune Afrique. Ma première question s'adressera au procureur. Vous avez annoncé une multitude d'agences amies pour aider les autorités ivoiriennes dans les enquêtes. Et vous avez mentionné les FBI. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur le nombre d'éléments qui ont été envoyés et quel est leur positionnement dans l'enquête? Est-ce qu'ils aident dans les tests ADN ou bien ils aident au niveau plus scientifique puisque c'est l'une de leurs spécialités? Et monsieur le ministre d'État, aujourd'hui, toute la population se réjouit des mesures qui ont été prises par les autorités qui permettent de mettre dans la ville plusieurs forces de l'ordre. Maintenant, dans tout cet environnement d'inquiétude et de peur, les populations aujourd'hui ont une crainte. Est-ce que le gouvernement pourra encadrer tout cela pour éviter le retour de ce que je vais appeler les vieux démons, c'est-à-dire les rackets? Parce qu'il y a déjà certaines populations étrangères qui se plaignent d'être parfois rackettés dans le cadre de ces contrôles-là. Est-ce que monsieur le ministre peut nous donner des assurances que tout sera mis en œuvre pour éviter ce genre de comportement? Je vous remercie. Merci. Vous avez posé la question de la participation du FBI. Comme je vous l'ai indiqué, les actes de terrorisme sont des criminalités transnationales, en sorte que la lutte ne peut pas être seulement localisée au plan national. Nous avons donc besoin des appuis extérieurs. Et les services ivoiriens n'ont pas la possibilité de faire des analyses ADN. Et à ce titre-là, tous ceux qui viennent, qui peuvent nous apporter leur technicité à la matière, nous sont très utiles. Je ne vous donne pas le nombre exact d'enquêteurs FBI, mais je vous ai dit qu'ils sont présents avec nous depuis les premiers jours. Et leur apport est très, très, très déterminant dans tout ce que nous avons à faire. Maintenant, vous savez également qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas subi d'attaque terroriste avant Bassam. Donc, nous n'avons pas de base de données. Et donc, toutes les informations qui sont recueillies vont être confrontées aux bases de données des pays amis qui ont déjà eu à être confrontés à ce genre de criminalité. Je vous remercie. Bien, merci pour la seconde question. Effectivement, nous avons, dans la posture Pacte Rouge, plan antiterroriste, un certain niveau d'engagement de nos forces, qui peut se décliner à peu près à un processus de surveillance qui mobilise à peu près 279 agents exactement en civil et qui engage à peu près 10 000 forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire en termes de surveillance. Évidemment, votre question, c'est de dire qu'il ne faut pas que ces surveillances-là soient une entrave à la liberté. Vous savez très bien que ça a été le leitmotiv du gouvernement. Et sur ces questions, nous avons un seuil de tolérance zéro avec nos agents. Nous avons fait des progrès, nous savons qu'il reste à faire, mais nos agents ont été formés à faire leur travail de sécurité sans qu'il soit une entrave à la liberté des populations. Ce que je peux ajouter, le président de la République, dans son message à la nation, a annoncé le renforcement des contrôles aux frontières. Et donc, nous allons prendre des mesures dans ce sens. Vous savez que dans l'espace CEDEAO, nous avons un traité de libre circulation, mais à partir de maintenant, la Côte d'Ivoire ne laissera
personne rentrer sur son territoire qui n'ait pas un document d'identité fiable, un passeport sécurisé biométrique ou une carte d'identité biométrique. Parce que c'est un point que nous devons regarder et qui peut aider les autres pays également à faire évoluer leur lutte contre le terrorisme. Parce que beaucoup, cette facilité de mouvement à la frontière, où certains viennent avec des documents consulaires, avec des pièces d'identité qui ne sont pas sécurisées, qui ne rapportent pas à une personne véritable, a été, on va dire, repéré comme une difficulté, un problème majeur. Donc, en Côte d'Ivoire, nous allons prendre des mesures en ce sens-là. Nous avons déjà donné instruction à nos services de renforcer au niveau de la frontière, mais ce que je peux dire qui est une annonce importante, nous n'admettrons plus sur nos territoires des gens qui n'ont pas une identité, une pièce d'identité fiable et sécurisée. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Élisée Latte du quotidien Le Sursaut. Je voudrais savoir, Monsieur le procureur, après l'attaque qui est survenue, il y a l'organisation, je ne voulais pas mentionner leur nom, ceux qui ont envoyé justement les terroristes pour mener cette attaque ont eu à publier 3 photos de ceux qu'ils auraient envoyés. Est-ce que là, vous pouvez nous confirmer que ce sont ces 3 personnes qu'effectivement vous avez tuées? Et aussi, je veux savoir pourquoi est-ce que jusqu'à ce jour, vous êtes incapable de montrer aux Ivoiriens les images des assaillants que vous avez pu tuer, ce qui pourrait quand même nous réconforter et nous dire qu'effectivement, on a une force qui est là et qui agit vraiment pour notre protection. La deuxième préoccupation s'adresse à Monsieur le ministre. Depuis la survenue de cet événement, les discours que vous dites, ça et là, on a un peu l'impression que vous avez cette assurance-là que cette attaque aurait pu être évitée. Et même si ça n'a pas été évité, à vous entendre, on a l'impression que ça ne va plus se reproduire. Alors, comme on le dit dans le jargon ivoirien, sur quoi vous comptez, hein? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous rend aussi, je vais dire, confiant pour que les Ivoiriens, en l'entendant peut-être, eux aussi puissent se sentir un peu plus en sécurité? Merci. Merci. Le sursaut. Vous avez parlé des personnes qui ont revendiqué l'attentat et qui ont donc publié des images. Pourquoi ces images ne sont pas confrontées avec les personnes qui sont effectivement tuées? Ça l'a été, mais nous n'avons pas voulu publier pour l'instant. Je vous dis que les actes de terrorisme sont tellement graves que nous ne nous précipitons jamais. Nous avons la possibilité de faire des analyses. Nous avons la possibilité d'avoir les différents témoignages. Nous avons identifié certaines personnes. Je vous ai parlé des caméras de surveillance. Je vous ai parlé des témoins oculaires, parce que ces faits sont produits en pleine journée. Donc nous avons confronté tout ça. Nous avons des personnes qui avaient des armes, sur qui on a retrouvé tout l'arsenal qui a servi à tuer des gens. Ce n'est pas l'incapacité qui nous manque, enfin, les capacités de montrer qui nous manquent, mais nous sommes très prudents en ce qui concerne ces assaillants, parce que nous voulons avoir toutes les certitudes pour ne pas que présenter trop tôt d'autres personnes puissent user de cela pour encore faire du mal aux Ivoiriens. Donc, souffrez que ça attende un peu, que l'enquête puisse avancer, qu'on ait tous les résultats. Donc, pour le moment, je ne pourrai pas vous présenter d'image. Merci. Bien. Peut-être que ce que je devrais ajouter sur ce point-là, sauf élément contraire dans la suite de l'enquête, nos services n'ont pas pu authentifier les photos publiées par les terroristes. Et donc, on pense que souvent, bien souvent, il y a une idée, il y a une volonté de manipulation. Souvent, il y a des photos de synthèse qui sont faites et qui ne correspondent à rien, avec des noms de guerre qui ne correspondent à rien, pour perturber l'enquête. C'est pourquoi l'enquête va se faire selon les principes et la rigueur nécessaire, et les informations seront données sur la base de ce que nous avons comme éléments. C'est ce que je peux dire. Pour compléter votre réponse, je n'ai aucune assurance débordante. Je suis conscient de la menace terroriste. J'ai toujours été conscient, plus que vous, parce que j'ai quand même
en tant que ministre de la Sécurité, en ma possession des éléments qui montrent que dans notre pays, il y a des tentatives, je sais que notre pays est ciblé, mais que voulez-vous? Que moi, le ministre, je sois défaitiste et que je vous dise qu'il n'y a rien à faire? Bien au contraire. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous travaillons pour faire face. Et nous sommes capables de faire face. Ce n'est pas un fait du hasard. Mon sentiment, c'est que on ne peut pas, le risque zéro n'existe pas. Mais ce qu'un pays doit être capable de faire, c'est d'avoir un niveau d'organisation de ses services, de ses forces, pour, un, avoir l'anticipation de parer à toute situation, ou d'avoir une capacité de réaction en cas de survenance de ces attentats pour en limiter les dégâts. Et trois, d'être capable, comme nous le faisons ce soir avec le procureur, d'avoir des niveaux d'investigation et d'expertise de ces équipes pour arriver à qui a fait ça. Aujourd'hui, l'enquête le montrera, on voit bien que c'est le même réseau qui a frappé au Mali, au Burkina et peut-être au Niger. Mais dans la base de données, il n'y a pas d'éléments qu'on nous a donnés. Nous, aujourd'hui, à la face du monde, on peut produire un visage et avec les services compétents des autres pays, on va donner des noms qui vont permettre d'aller très loin dans le puzzle. De sorte que ces pays-là, même les pays qui ne sont pas encore attaqués, qui sont menacés, ces pays-là puissent avoir une base de données et avoir un meilleur ciblage dans leur surveillance. Donc, c'est notre engagement, c'est notre organisation. Aujourd'hui, ce dont je suis sûr, c'est que le terrorisme ne peut pas vaincre un pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne sera pas un pays où tous les jours il y a un attentat. La Côte d'Ivoire est un pays qui sera capable de réagir très rapidement. La Côte d'Ivoire est un pays qui sera capable d'aller très loin dans les enquêtes pour ne pas arriver à des conclusions vagues, mais et pointer du doigt les responsables afin qu'on ne puisse plus continuer à sévir. Donc voilà un peu, et je pense qu'en tant que responsable politique, nous avons le devoir de partager cet optimisme avec nos populations. Nous avons en face de nous des gens qui, comme je l'ai dit, ont pour but de faire le maximum de morts et de gagner la mort. Nous avons pour but de préserver le maximum de vies en préservant celle de nos agents. Donc, nous parions sur la vie et ils parient sur la mort. Donc, ceux qui parient sur la vie sont obligés d'être pleins d'optimisme parce que le but du terroriste, c'est ça, semer la terreur. Et vous savez, l'esprit de terreur, peut créer un esprit d'insécurité qui est aussi préjudiciable que l'insécurité elle-même. Or, le plus important, c'est que vous, les Ivoiriens, soyez au travail et puissiez vivre votre vie normalement, le plus normalement du monde. Vous voyez que ce n'est pas une menace ivoirienne, ce n'est pas une menace africaine. Des capitales comme celle de la Belgique, Bruxelles, ont été attaquées. Ils ont des moyens plus colossaux que les nôtres. Donc c'est une vraie menace. Et je peux vous dire que la Côte d'Ivoire est ciblée depuis quelques années. Il y a plusieurs fois que nous avons empêché ces gens-là d'agir parce qu'à la base, nous avons pu stopper les premiers précurseurs. Donc voilà ce que je veux dire. Ce n'est pas un optimisme, mais je veux débordant. On est conscient de la responsabilité, on est conscient de notre engagement au travail, de niveau de concentration qu'on doit avoir. Mais on ne doit pas se laisser abattre par cela. Qu'imaginerez-vous qu'un ministre de l'Intérieur qui vient vers ces populations montrer que bon, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, mais ils auront gagné. Et donc, mon sentiment, c'est qu'ensemble, soyons conscients de cela, mais faisons ce qu'il y a à faire pour faire face. Merci. Monsieur le ministre, monsieur le procureur, bonjour. Frédéric Gara pour RFI. J'avais trois questions, l'une concernant le suspect principal recherché dont vous diffusez la photo et le nom. Est-ce que vous êtes certain qu'il s'agit bien de son véritable nom, sa véritable identité? Auquel cas, je suppose que vous avez des informations plus précises sur son âge, sa nationalité, ses origines. Est-ce qu'il est, à votre connaissance, actuellement encore sur le territoire ivoirien ou est-ce qu'il a franchi les frontières? Ça, c'est ma première question. La seconde porte sur la chronologie que vous avez bien voulu nous soumettre tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur entre le moment où il y a eu l'attaque et la riposte des forces ivoiriennes? Est-ce que vous pouvez nous dire qui exactement a neutralisé, selon le terme consacré, les assaillants? Est-ce que c'est le CCDO? Est-ce que c'est l'UIGN? Est-ce que c'est les frappes? On ne le sait pas, enfin moi je ne le sais pas. Et à quel endroit? Et dernière question, je fais allusion à un discours du président Ouattara ce matin qui a rendu hommage aux victimes de Bruxelles et de Bamako. Le président, à la fin de son discours, a souligné une fois de plus l'importance du renseignement. Il est vrai que tout le monde salue l'intervention rapide des forces ivoiriennes sur Bassam. En revanche, est-ce qu'on ne peut pas penser
qu'il y a eu une défaillance au niveau du renseignement en amont et qu'il aurait peut-être mieux valu, enfin qu'on aurait pu faire mieux en matière d'échange de renseignements entre les différents pays qui sont concernés. Parlant du suspect principal, vous avez indiqué, est-ce qu'on a son nom, est-ce qu'on a son âge? Effectivement, c'est pour ça que nous diffusons ces images-là, pour qu'ils puissent être repérés. Parce que déjà, nous avons des documents électroniques saisis qui nous ont conduits vers l'intéressé. Mais nous appelons toujours aux témoins et surtout à nos partenaires extérieurs qui ont des informations dans leur base de données pour pouvoir nous permettre d'aboutir à son interpellation. Nous ne pouvons pas en dire plus pour le moment. Oui, évidemment, même sa nationalité, nous ne voulons pas donner parce que vous savez que l'opinion est changeante et on ne voudrait pas qu'il y ait des représailles. Donc pour le moment, nous préférons à ce stade de l'enquête taire sa nationalité. Bien, moi, je veux peut-être rebondir sur la question de la défaillance en matière de renseignement. Je ne crois pas. Je pense que d'abord, vous savez, c'est une vraie nébuleuse. Notre pays a sa première expérience. Je dois confesser, c'est vrai que nous n'avons pas une très grande culture, une très grande documentation sur les questions des terroristes, parce que c'est la première fois. Et donc, on partage des informations. J'ai entendu dire que des pays nous avaient prévenus. Nous avons une parfaite collaboration avec tous les pays, mais il n'y a pas, je conteste qu'un pays nous ait dit, oui, il y a une semaine qu'il allait avoir un attentat, mais nous savions que nous étions ciblés et donc nous travaillons. Nous travaillons. Et vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, donc la surveillance ne s'étend pas qu'à Abidjan, à Sini, à Yamoussoukro, San Pedro, etc., Bouaké. Donc évidemment, c'est vrai, on peut considérer que la survenance d'un attentat doit montrer qu'il y a une faille. Il ne faut pas avoir honte de le reconnaître. Et au contraire, nous sommes en train de débriefer pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour améliorer notre dispositif. J'ai dit le risque zéro n'existe pas. On n'a pas les moyens que des pays comme la France ou les États-Unis ou d'autres ont, mais vous savez qu'ils arrivent quand même à frapper parce que c'est des gens c'est une menace qui est invisible. Ce n'est pas des gens qui sont connus et ils pénètrent le corps social et puis un jour vous êtes surpris. Parce que bon, évidemment, c'est une grande difficulté. Vous avez des personnes qui ont des glacières, qui vont à la plage, vous s'amusez, bon, faites pas attention et puis brusquement, ils sortent des armes. Et si vous devez contrôler tous ceux qui viennent avec des glaciers d'une certaine façon, bon, évidemment, personne n'aura envie d'aller à la plage, donc il n'y aurait plus de vie. Donc, ce n'est pas un travail facile. Moi, je peux vous dire que je suis au quotidien à côté de nos hommes. Je leur rends hommage pour le travail qui a été accompli, pour le travail qui est accompli. Il n'est pas facile. Mais nous allons toujours tirer les leçons, les enseignements de ces genres de situations pour faire mieux. Voilà. Merci, monsieur. Vous n'avez pas répondu à la question sur la chronologie des événements, sur qui a neutralisé qui, dans quelles circonstances, à quel endroit. Écoutez, donc l'information... Allez-y, je vous en prie. Oui, concernant la chronologie, je vous ai également indiqué dans mon propos liminaire que nous allons procéder à une reconstitution des faits pour savoir exactement ce qui s'est passé. Pour le moment, comme je l'ai indiqué, nous avons recueilli des indices, nous avons entendu des témoignages, nous avons recueilli des pièces à conviction que nous avons soumises à l'analyse, nous avons fait des autopsies. Mais la suite de l'enquête permet de faire une reconstitution qui va se faire dans les jours à venir. Chaque force qui a neutralisé les assaillants sera placée. Chaque témoin qui a versé sera également placé à l'endroit où il était. Et c'est à l'issue de la reconstitution qu'on saura exactement ce qui s'est passé. C'est ce que je tenais à dire. Ok, monsieur le ministre, monsieur le procureur de la République, je vous dis bonsoir. Je suis Mondésir Nascimento à l'état civil. Je suis journaliste à Business 24 Africa. Alors, tout à l'heure, le procureur, dans ses propos, avait dit qu'il y avait tantôt 14 personnes interpellées, ou du moins 15 personnes interpellées. Je voudrais vraiment qu'on nous dise de façon exacte combien de personnes ont été interpellées
aujourd'hui et à l'heure où nous parlons. Ma seconde préoccupation va s'adresser à Monsieur le ministre. Je voulais savoir combien de nos vaillants hommes ont-ils perdu la vie lors de cette attaque contre notre chère patrie. Je vous dis merci. Je vous remercie. Dans mon propos, j'ai toujours indiqué 15 personnes interpellées. 15 personnes. C'est peut-être un lapsus, mais j'ai indiqué 15 personnes. 15 personnes interpellées. Et je crois, le procureur a également dit que nous avons perdu 3 hommes qui sont des forces spéciales. Et ça peut répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. C'est les forces spéciales de l'armée ivoirienne qui sont allées au contact des terroristes. Les autres forces ont joué un rôle de confinement et de sécurisation de l'espace d'intervention. Merci. Bonsoir, Monsieur le ministre. Oui, bonsoir, Monsieur le ministre. Placide Niaoué, Ivoire Inter 24.net. Le 6 janvier dernier, vous avez présenté le projet de loi portant programmation des forces de sécurité intérieure pour les années 2016-2020. Il vous aurait fallu, selon vous dire, 3 ans et bénéficier de l'appui d'experts internationaux pour élaborer et asseoir cette stratégie approuvée par le Conseil national de sécurité présidé par le chef de l'État. 390 milliards au total est le montant dont a besoin l'État de Côte d'Ivoire pour la structuration de son espace sécuritaire. Nous approuvons et nous soutenons ces efforts. Seulement, les 13 événements de Bassam nous interpellent à plus d'un titre. Comparaison n'est pas raison, me diriez-vous, à l'image de Molenbeek, ce ghetto dit de misère en Belgique, les villes et les cités de Côte d'Ivoire présentent le même tableau. Crise, chômage des jeunes, paupérisation des populations, foyers de petits criminels, même si vous balayez du revers de la main l'existence des microbes en Côte d'Ivoire. Alors, question, devant et face à cette funeste réalité, ne craignez-vous pas à terme la radicalisation à tour de bras de cette jeunesse? Seconde question, il y a aussi une dimension propre à la Belgique, exacerbée par le cas de Molenbeek, qui est celui de ne pas indexer une communauté. Est-ce que vous ne pensez pas que cela peut, à long terme, créer des cellules dormantes au sein de cette communauté-là? Je vous remercie. Écoutez, si j'ai bien compris votre question, d'abord sur la loi de programmation, les événements nous renforcent dans notre conviction qu'il faille la mettre en œuvre parce que, comme je dis, c'est le niveau d'organisation des forces à tous les niveaux qui permet durablement de nous prémunir de ce genre de situation. Parce que ça veut dire avoir des scanners à la frontière, avoir de la vidéosurveillance, avoir des bases de données ADN, avoir des bases de données empreintes modernes, avoir, comment on peut dire, une main courante numérique, de sorte que nous ayons capacité de centraliser tous les faits criminels sur l'ensemble du territoire. C'est toute cette modernisation de l'outil de sécurité qui nous permet d'être beaucoup plus efficaces. Donc, il n'y a pas de contradiction. C'est un programme qui va se dérouler sur les 4 années à venir. Vous avez parlé de la question de la radicalisation des jeunes. C'est vraiment une vraie menace parce qu'on peut encore lutter contre les terroristes tant qu'ils viennent avec des armes efficacement, mais quand ils arrivent à instrumentaliser, à manipuler des jeunes qui deviennent des kamikazes, qui se font sauter, ça devient plus difficile. Et donc, on suit effectivement tout un processus de radicalisation dans certaines parties du pays et il nous appartient de le stopper. La différence entre un pays qui a un système qui est complètement
pas capables de faire face, c'est ça. Les pays où vous avez tous les jours des niveaux d'attentats incompréhensibles, c'est parce qu'il y a une faillite du système sécuritaire, donc problème d'organisation, et surtout, on n'a pas suivi la radicalisation. Nous avons une très bonne coopération du Conseil supérieur des imams, avec qui nous avons eu déjà des rencontres, qui vont redoubler d'efforts dans la formation des imams et le suivi de certaines prêches. Parce qu'effectivement, c'est la plus grande menace. Quand un homme qui est fait pour vivre est convaincu qu'il doit mourir et s'aimer la mort autour de lui, on a un vrai problème sociétal. Donc c'est un enjeu majeur que nous prenons très au sérieux. Et nous allons travailler à faire en sorte que notre pays ne soit pas un foyer de radicalisation. Merci. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur le procureur. Je suis Jules Clavé-Aka, je suis de Fraternité Matin. J'ai deux questions. La première s'adresse à Monsieur le procureur. Je voudrais savoir, Monsieur le procureur, au début, juste après l'attaque, le gouvernement a annoncé avoir neutralisé 6 terroristes. Puis, le lendemain, ce chiffre a baissé. On a parlé de 3 terroristes. Je voudrais savoir, les 6 personnes qui avaient été identifiées au départ, est-ce qu'il y avait des victimes qui ont été intégrées ou alors qui sont les 3 autres personnes qu'on a ajoutées aux 3 terroristes? La deuxième préoccupation, Monsieur le ministre, elle concerne les forces spéciales. On les avait vraiment présentées comme des éléments qui pouvaient faire beaucoup de choses et je pense qu'elles l'ont démontré lors de cette riposte-là. Malheureusement, 3 d'entre elles sont décédées. Alors je voudrais savoir un peu qu'est-ce qui n'a pas marché dans leur réaction, dans la riposte, puisqu'ils sont censés être protégés pour ne pas tomber dans ce genre d'événement. Merci. Okay. Fraternité Matin, je voudrais indiquer que lorsque l'attaque de Bassam a commencé, je me suis rendu moi-même sur les lieux. Pendant que les forces de l'ordre s'occupaient de les neutraliser, j'étais avec des enquêteurs pour pouvoir donc identifier les blessés, les victimes. Et donc, nous avons dirigé tous les corps sur Ivosep. C'est ce qui a donc fait que c'est par la suite que nous avons confirmé les 3. C'est à la suite de l'identification, de la recherche des éléments et donc des caméras de surveillance, je l'ai indiqué. Ces 6 personnes de départ, nous avons finalement identifié 3. C'est ce que j'ai mis à votre disposition. C'est après donc les recherches qui ont été effectuées sur les lieux et dans les témoignages des différentes personnes qui sont intervenues comme des témoins. Bien, merci. Sur ce point, est-ce que je peux ajouter, il faut qu'on soit transparent. Vous savez, un théâtre d'opération comme celui-là, dans le feu de l'action, il y a des échanges de coups de feu, vous pouvez imaginer ce que c'est. Et il y a aussi nécessité de donner un minimum d'informations. Il y a des premières informations qui viennent du terrain, donc qui nous ont amenés à communiquer le chiffre de 6. Mais après, il y a un travail précis d'identification de chaque corps qui est à la morgue. Ça nous a permis de rectifier le tir. Il ne faut pas avoir de... Il faut être transparent, il n'y a pas de honte, de gêne à cela. Donc c'est ce qu'on a voulu faire. Et c'est la marque du président Ouattara. Il nous a toujours dit, dites les choses comme elles sont. De toute façon, les gens sont bien conscients que ce n'est pas facile. Ça ne sert à rien de chercher des explications particulières. Dans le feu de l'action, il y avait des informations qui étaient remontées, qui ont fait qu'il y a eu cette différence-là. Mais aujourd'hui, il y a des corps qui sont autopsiés, qui sont identifiés, qui permettent de donner des chiffres précis. Ensuite, sur les forces spéciales, vous savez, moi je trouve que le monde entier est unanime pour dire que nos forces ont été héroïques, qu'on doit saluer leur bravoure. Je ne vais pas citer de pays, même vous êtes témoin de ce que dans bien de pays,
quand il y a des prises d'otages, quand il y a des attentats, on attend l'arrivée des forces françaises, on attend l'arrivée des forces américaines, on intervient 6 heures, 8 heures après, elles sont au contact. Non, dans le contact, c'est vrai, il peut y avoir des dégâts collatéraux très graves que nous avons subis. Et aujourd'hui, nous leur rendons hommage. Mais on ne va pas rentrer dans des débats, pourquoi, etc. Non, je pense que la situation est beaucoup plus grave. Ce n'est pas le niveau de la discussion, ce n'est pas le niveau du débat. Nous devons rendre hommage à nos forces parce qu'elles ont vu le danger. Vous savez que ces commandos sont souvent aguerris, sont entraînés, ils n'ont pas peur de mourir. Et donc, étaient, eux, dans une posture où ils voyaient notre arrivée et on ne savait pas combien ils étaient et où ils étaient placés. Donc, nos hommes ont été courageux. Et moi, je veux qu'ensemble, nous ayons du respect et la considération pour nos valeureux soldats et leur rendre hommage. Je pense que c'était la dernière question. Mais la dernière, vraiment. C'est la dernière question. Merci, Monsieur le ministre d'État. Je suis Didier Desprez, je suis du quotidien Notre Voix. J'aimerais poser une question à Monsieur le ministre d'État et une autre au procureur. Monsieur le procureur, les enquêtes sont en cours. Elles aboutiront certainement à des procès et à des incarcérations. Mais moi, j'ai une préoccupation. Ce sont les lieux d'incarcération de ces terroristes-là. La MACA, pour ce que je sais, n'est pas adaptée pour accueillir ces terroristes qu'il faut mettre en isolement. Est-ce que dès maintenant, on prend des préoccupations, on prend des dispositions pour pouvoir accueillir ces futurs terroristes-là dans nos prisons où on constate bien souvent des évasions? Est-ce que des dispositions sont prises dès à présent par rapport à cela? La deuxième question s'adresse à Monsieur le ministre d'État. J'allais dire nos confrères, mais vous n'êtes plus journaliste maintenant, Monsieur le ministre d'État. Donc mon confrère Jeune Afrique, dans son édition de la semaine, a fait écho d'un livre que Blé Goudé sortira certainement le 24 mars. Et dans ce confidentiel fait par Jeune Afrique, on dit que ce livre mentionne le nom d'un terroriste qui aurait été le co-détenu de Blé Goudé à la DST. J'aimerais savoir, est-ce que cette information est exacte? Ce confidentiel donné par Jeune Afrique est exact? Si oui, pourquoi nous n'avons pas pris des dispositions? Parce que, selon le confidentiel, Assini était ciblé. Et Assini, ce n'est pas du tout loin des Grands Bassam. Pourquoi? Merci. Vous parlez des lieux d'incarcération. Évidemment, en Côte d'Ivoire, nous avons des prisons de haute sécurité. Et puis, c'est un secteur très sensible, celui du terrorisme. Donc, tous ceux que les enquêtes vont identifier comme ayant participé d'une manière ou d'une autre à ces faits seront non seulement dans les prisons de haute sécurité, mais ils vont bénéficier d'une surveillance accrue. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Merci. Sur la question de l'information de Jeune Afrique, d'abord, je n'ai pas lu cette information, bon, je ne peux pas la confirmer. Mais ce qui est clair que nous avons déjà dit, c'est que nous avons déjà arrêté des personnes qui étaient en lien avec un projet d'attentat terroriste depuis 2012. Donc, à ce jour, c'est plus d'une dizaine de personnes. Donc, mais évidemment, notre stratégie, c'était de continuer nos enquêtes en rapport avec les pays concernés, les pays amis. C'est vrai qu'on aurait pu, à chaque fois qu'on arrête quelqu'un qui présente un profil de terroriste ou de précurseur, venir à la télé, le montrer, mais on n'a pas pensé que cela servirait à la sérénité du pays. Mais nous avons fait notre travail. Et je peux vous dire, je suis sûr que là, nous avons été attaqués, mais ceux qui cherchent à nous attaquer, si des gens les connaissent, ils vous diront qu'ils ont essayé 1000 et une fois, ils ont eu beaucoup de mal.
Donc, c'est dire que nous prenons toutes les dispositions, mais le risque zéro, comme je l'ai dit, n'existe pas et n'existe nulle part. Donc, sur ça, je veux être très clair. On a arrêté des gens, c'est vrai. Comme vous-même, vous avez vu dans le communiqué d'ACMI, nous reproche d'avoir renvoyé des gens au Mali, parce que, bon, il y a des gens qui, ou à la faveur d'un contrôle de routine, ou par le suivi de nos services, présentent un profil. Vous voyez, quelqu'un qui vient, qui prend une maison, il fréquente personne, il est isolé, et puis quand on fait des recherches, on trouve une carte sur lui, etc. etc. Donc, c'est que le travail des services, ce qu'on ne dit pas est beaucoup plus important que ce qu'on dit. Et c'est ce qui est normal. Donc, je peux vous dire qu'il n'y a pas de contradiction à cela. C'est possible que, évidemment, ces personnes aient pu rencontrer d'autres personnes, je ne sais pas. Mais on a déjà arrêté des gens en Côte d'Ivoire qui étaient en lien avec un projet d'attentat terroriste. Merci. Bien. Monsieur le procureur, vous avez tout un mot. Bien, moi, je voudrais vous remercier. L'attaque du dimanche 13 mars va marquer un tournant important dans notre pays. C'est vrai que nous redoutions un attentat, faisions tout pour que notre pays en soit épargné, et aujourd'hui, il a eu lieu. Nous avons été témoins, nous avons souffert, nous avons été en deuil, et nous sommes dans la douleur et dans le recueillement. Ça veut dire qu'il y aura un après 13 mars. Nous allons, après être sortis de l'urgence de gérer l'enquête, en même temps, je veux dire, nous allons proposer au gouvernement des mesures pour renforcer la sécurité. D'abord aux frontières. Nous allons améliorer tous nos systèmes de surveillance. Nous allons travailler avec les communautés et les chefs de communauté pour une sensibilisation des populations pour éviter que l'engrenage de la radicalisation des jeunes prenne en Côte d'Ivoire. Nous allons former nos hommes. Nous allons former des hommes qui vont être spécialisés dans les questions d'antiterrorisme, qui vont connaître, avoir une base de données, et nous allons partager ces informations avec les pays. Déjà, demain, mercredi 23 et jeudi 24, nous avons une réunion tripartite au niveau ministériel et des chefs de police de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina, avec une participation des Sénégalais, pour partager nos informations et surtout avoir des automatismes. Parce que si nous sommes très connectés, nous allons être capables de réagir très rapidement le temps que ces gens-là se déplacent et avoir une base de données commune qui fasse que nous soyons efficaces. Ce que je veux dire aux Ivoiriens, c'est que cette conférence de presse montre que vos forces de sécurité, les forces d'intelligence sont au travail. Ça n'a l'air de rien pour vous, mais qu'à une semaine après un attentat, qu'un pays qui a réagi aussi vite soit capable déjà de cibler ceux qui l'ont fait, mais avec précision. On n'a pas voulu aller, le procureur n'a pas voulu aller très loin pour ne pas que certains éléments qu'on vous donne puissent elles-mêmes nuire à l'évolution de l'enquête. Mais c'est très important. Et moi, je veux féliciter nos forces, je veux féliciter nos collaborateurs et leur demander d'aller plus loin. Comme vous savez, l'homme le plus recherché d'Europe, c'est 4 mois après les attentats de novembre en France qu'il a été retrouvé. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, ce Kunta Dalla, qui est clairement identifié comme quelqu'un qui était au cœur de l'organisation de l'attentat, dans les personnes arrêtées, il y a 2 personnes qui étaient avec lui, qui l'ont hébergé, qui étaient en lien direct avec lui et avec la situation. Donc les enquêtes se poursuivent et je pense qu'avec tout le travail qui est fait d'exploitation de toutes les données qui ont été récupérées pendant les perquisitions, nous allons pouvoir aller le plus proche de ces responsables. Et notre but, c'est qu'ensemble, nous puissions nous mobiliser pour aller toucher ceux qui organisent cela et ceux qui sont leurs complices. Je vous remercie. Voilà.